6, 5, 4, 3. Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix. Victoria Abril. Ay, 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 Victoria, yo soy mucho contento de te revoir. Yo te quiero tanto. Vamos a la playa. Calienta el sol. ¿Te gusta la felación? Ah non, mais je me suis mis à l'espagnol. Et tu devrais améliorer. Autre terrienne, invitée ce soir, Béatrice Martin. Autre terrienne invitée ce soir, Cœur de pirate. Est-ce que je peux vous appeler Cœur de maintenant qu'on se connaît? Cœur de, c'est bien. Et Harry Habitant. Alors Harry, j'ai découvert en préparant cette émission que vous étiez pieds noirs. Vous savez que les gens vont tomber sur le cul en apprenant ça, parce que d'habitude les pieds noirs ça se voit, quoi. Ils parlent avec les mains, ils parlent fort. Mais vous alors, rien, quoi. Écoutez, effectivement, il y a plusieurs années que voilà, j'ai besoin de dire aux gens qu'effectivement, je suis un pied noir. Et voilà, On va dire la vérité, il merde. faut dire la vérité. En P3, après le zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, la femme la plus menacée de France, la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Et maintenant, voici mon stagiaire, Tom Villa. Alors, qu'est-ce qui t'a appris de mettre Nolwenn Leroy? Mais c'est pas la chanteuse préférée de Vincent Bolloré? Ah non, Vincent Bolloré, c'est Alan Stivell. Ah, autant pour moi. Du moment que c'est pas Mano, y a rien de grave. Comment ça va Thierry? Ça va bien? Bonsoir. Franchement, super. Bon, on va faire un petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Ouais. Alors sur Twitter, les gens trouvent que vous avez trop forcé avec la promo de Pattaya, le film. Ah ouais, mais c'est sûr, ça fait 3 fois. Je vous avais prévenu ou pas Thierry? Ouais, je sais. Ouais. Non mais à un moment, faut y aller mollo. Il faut que j'arrête, là. Elle a pas bougé, l'urne? Y a pas un truc qui a... Ouais. Voilà. Ah. Tu sais que normalement, Ouais. c'était les cendres de Pascal Sevran. Ah oui. Bah là, c'est Jean-Pierre Coff. Alors... Il faut être discret, Thierry, parce qu'à un moment, je vous jure, ça va se voir, tout simplement, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Très très beau plateau ce soir, Thierry. Voilà, ça a beaucoup de diversité. Il y a une québécoise, une espagnole, un pied noir. On est à l'ONU, tout simplement. Ouais. Victoria Abril, bonsoir. Bonsoir. Alors Victoria, c'est la grande star franco-espagnole avec Julio Iglesias et la crise financière. Et, Ouais. non, alors c'est vrai que vous venez pas nous voir souvent. Oui, mais alors, c'est vrai. quand vous venez, il y a de la promo. Alors là, on va tout faire. La série Clem sur TF1. Oui. Il y a un film en Espagne, Nacida para ganar. Oui. Voilà. Et puis votre prix, Victoire, qui regroupe tout l'ensemble de votre carrière. Donc si vous avez une bagnole à vendre, c'est maintenant. Hein. N'hésitez pas de... En tout cas, Victoria, vous cartonnez sur TF1 avec la série Clem. Et d'ailleurs, j'ai découvert, vous mesurez 1m57, c'est ça? 57, non. 63. 63, salopard. Oh, pardon, non. Moi, je le sais. Moi. Non, mais 1m63, c'est quoi? À 25 cm près, c'était pas la même série que vous jouiez sur TF1. Vous auriez joué un ange qui claque des doigts. Ah si, c'est vrai. Je me méfie avec Victoria parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, elle avait giflé un journaliste qui avait mal parlé d'un de vos films. Qui n'avait pas vu. Alors, Ouais. ça... Harry Habitant, bonsoir. Harry, je l'aime beaucoup et c'est très sincère, c'est un mec très très marrant. Bon, ce soir peut-être qu'il sera un peu moins marrant que d'habitude parce que le décor est pas penché, mais Harry Habitant, Les Visiteurs 3, il s'emmerde plus, il fait que des films qui cartonnent, des films à succès. C'est vrai, Harry, en 2 films, 20 millions de spectateurs. 19 millions 8 avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et 200 000 avec Robin des Bois. Mais c'est là où on voit que c'est un excellent comédien, Harry, parce que il joue un marquis.
Et voilà, quand même passer de Coco au visiteur, marqué, ouais. bah, Stéphane Bern, il n'aurait pas fait La vérité si je mens. Non. Non, c'est vrai. Alors dans le film, je crois que Godefroy Montmirail vous appelle l'essuie-cul. Voilà. Oui. Thierry m'a donné le même surnom, mais pas pour les mêmes raisons. En tout cas. Cœur de pirate. Ah. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors Béatrice Martin, vous revenez avec un nouvel album et ça c'est très bien. Il y a un an, vous aviez fait partie du projet La Bande à Renault. Il y avait toute la jeune génération qui reprenait les tubes de Renault en buvant du Ricard. Ça c'était vraiment bien. Et puis il y avait votre reprise de Mistral gagnant qui m'avait beaucoup touché. Mais ma chanson préférée, c'est votre tube, c'est Comme des enfants. Ouais. C'est la chanson préférée aussi du cardinal Barbarin. Non, votre nouvel album s'appelle Rose et le single Oublie-moi. Alors, il faut faire très attention, parce que Larousseau avait chanté Tu m'oublieras. Ouais. Et elle avait eu le nez creux, on l'a bien oublié. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas osé vous poser. Victoria Abril. Ah. Victoria, vous passez votre temps entre la France et l'Espagne. Est-ce que vous en profitez pour faire des go-fast pour pas revenir à vide? Des quais, des gaufrettes? Des gaufrettes, c'est un truc au chocolat. C'est très bon. Est-ce que tu prends une gaufrette au chocolat pour traverser le... C'est un truc spécial, mais si, il faut lui dire la vérité. Cœur de pirate, pour terminer, vous avez repris Mistral gagnant de Renault, You Know I'm No Good, Amy Winehouse. D'où vous vient cette passion pour les chanteurs alcooliques? Thierry, bonne émission. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. C'était Tom Villa, un stagiaire, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, au théâtre Apollo. Je crois que ça, c'est pour elle, c'est ça? C'est ça. Harry Habitant, rebonsoir. Vous savez que vous êtes beau. Merci Thierry. Vous êtes encore plus beau que votre mère le dit, Harry. Franchement, vraiment. Merci infiniment. Une Ça bonne me gueule. touche. Harry Habitant, mesdames, messieurs, les dents les plus blanches du cinéma français. Harry Habitant, prix Fluocaril 2016. Vous brossez les dents après chaque réplique ou c'est parce que votre peau est bronzée qu'elles ont l'air? Non, parce qu'en fait, j'ai porté un appareil Ouais. et ça m'a aligné mes dents. Donc Ah ça ouais. fait que maintenant, j'ai... Super beau. Ouais, c'est très agréable. Alors Harry, vous êtes né le 31 janvier 1974 à Paris, père d'origine tunisienne, mère d'origine C'est marocaine. exactement le contraire. Ah ouais. Mon père d'origine marocaine et ma mère d'origine norvégienne. Eh oui, non, mais les gars, vérifiez vos fiches. Parce que regardez, il a 300 fiches pour 4 lignes. Ça, il faut le savoir, hein. C'est important. C'est Alors, fou quand même, hein. Vous grandissez à Sarcelles et très jeune, en fait, vous êtes déjà ce qu'on appelle une vedette. En CM2, par exemple, vous deviez apprendre par cœur l'invitation au voyage de Baudelaire, vous ne l'avez pas fait. Exactement. Et la maîtresse vous engueule et vous dites, mais laissez-moi lire le texte. Vous lisez le texte et vous faites un triomphe, en fait, non? Exactement. Elle me demande de jouer ça. Je l'ai joué et j'ai eu non seulement une excellente note, mais en plus de ça, j'ai réussi mon année parce que je me suis dit, l'école, c'est pas pour moi. Ben voilà. Alors, votre inspiration, c'est votre grand-mère maternelle, donc tunisienne, qui ressemblait à Madame Sarfati d'Eli Kakou, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle avait cette voix un petit peu comme ça, très pincée. Et puis surtout, elle faisait la macarona belle salsa. Ça vous êtes... C'est énorme. C'est ce qu'elle faisait, en plus. Comme c'est acide, la tomate, elle mettait un peu de sucre. Alors, vous m'épatez. Dans la bouche de Thierry Ardisson, entendre macarona bel salsa. C'est mieux. C'est mieux quand c'est toi qui le dis. Alors, à 19 ans, vous écrivez vos premiers sketchs. Vous êtes chauffeur de taxi pour payer vos cours de théâtre. Et vous aviez un arbre magique accroché au rétroviseur et des boules en bois dans le dos, non? Non, j'avais pas ça. Je l'ai pas fait longtemps. Ouais. Mais par contre, c'était vraiment un vivier de personnages. Ouais. Et là, j'ai beaucoup appris. Et surtout, j'enregistrais. À l'époque, c'était les cassettes audio. Tu sais, j'enregistrais mes sketchs là-dessus. Et je les faisais écouter aux passagers. Et je leur faisais croire que c'était Rire et Chanson. Et voilà. Et il disait, qu'est-ce qu'il est drôle, ce mec. Dites-moi, désolé, j'ai fini là où c'est pas ma route. Ah ouais, non mais maintenant ils disent plus ça, maintenant il y a les Uber, hein. C'est Ah fini ouais. tout ça. Tu rentres, ils te donnent une bouteille d'eau, du shampoing, une douche, ils te rentrent, ça Ouais. sent bon, on dirait chez ma mère. Non mais c'est extraordinaire, non, je trouve ça formidable. En tous les cas, cette histoire de chauffeur de taxi vous a permis de faire votre première télé. On regarde. Pour gagner ce qu'on gagne et pour payer ce qu'on paye et se faire buter
salement comme ça, c'est horrible. Parmi ces chauffeurs, beaucoup ont déjà été agressés. Ils savent que la nuit, le travail est bien plus dangereux. Alors, ils tentent de se protéger comme ils peuvent. La première télé d'Harry Habitant, mesdames, messieurs, c'est un document exceptionnel. Alors, vous lancez donc sur scène à l'âge de 20 ans, en 94. En 98, vous décidez de vous autoproduire à Sarcelles. Vous y êtes pour une soirée, ça dure une semaine. Et là, vous êtes remarqué par Eddie Marouani. Eddie Marouani Eddie Marouani, l'impresario de Marlène Dietrich et de Jacques Brel. Exactement. Une De Dario énorme Moreno. star. Ouais, complètement. Il était à la fin de sa carrière. Il est mort 6 mois après. Il est mort. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a découvert, il m'a dit vous êtes formidable, on va travailler ensemble et tout ça. Et 6 mois après, il est mort. Ouais. Et voilà. Mais bon, c'est quand même bien. Il a cru en moi Voilà. et j'espère que vraiment je serai toujours à la hauteur de ses espérances parce qu'il a été très important pour moi. Ensuite, il y aura Gad Elmaleh, donc vous faites les premières parties de Oui, Gad Elmaleh. exactement. Vous jouez dans le film Coco, évidemment. Arthur. Ça, c'est pas du travail, c'est une bar mitzvah ou quoi, là? Écoutez, c'est vrai que j'ai commencé à parler de ma mère, de mon père. Après, j'ai su évidemment évoluer dans le sens où, effectivement, j'ai beaucoup parlé de Michel Varuc, dramaturge de la comédie française, Jean-Michel Bastoul, Dimitri Danflon, Éric Ocagnon, Lucien Maffat, Charlie Blotedeau, Michel Varuc. Voilà, oui, évidemment. En tout cas, vous êtes né sous une bonne étoile. Certainement parce que c'est vrai que mes parents m'ont toujours encouragé à faire ce métier. Là, vous faites Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Aujourd'hui, vous revenez avec Les Visiteurs 3 de Jean-Marie Poiret avec Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, Alex Lutz, Karine Viard. Le pitch, c'est l'histoire de Christian Clavier qui est redevenu bankable avec les profs et le bon Dieu. Et c'est le bon moment pour se faire un max de thunes avec le retour des Visiteurs. Et en fait, pas du tout, parce que s'il voulait vraiment se faire un max de thunes, en vérité, il l'aurait fait tout de suite après. Ouais. Sauf qu'il a attendu 19 ans. Donc pourquoi il a attendu 19 ans? Parce que pour faire un vrai film historique et la Révolution française, à travers Godefroy et Jacouille, qui sont des personnages de bande dessinée, ils sont dans le cœur des Français, et dans ce film, ils sont à table avec Robespierre. Et voilà. Toutes les écoles doivent aller voir ce film. Il est génial. Il est génial. Mes chers compatriotes. Je te dis, t'es le roi de la promo. Alors dans le film, ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne chantez pas « Ah, ça ira, ça ira, ça ira », vous chantez « Et ça ouira, et ça ouira, et ça ouira, ça ouira ». On regarde à quoi ça ressemble. Tu t'appelles Jacques Couille. C'est qui la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi ça hurle, Philibert? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violent qui pue. Là, je suis pas une couille. Je suis Jacques Couille de Fripouille. On n'en veut pas de cette couille! Ok. Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. Y a pas d'ampoule électrique nuit, jour, nuit. Mais putain, y a rien, c'est nul. Tais-toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. Et voilà du bon crottin pour la flamber. Viens, attrape ça et régale-toi. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival. Tu vas te caper la grosse courge. Ah la vache! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie! Remets-nous 3 pichets, la vieille gueule. Voilà Les Visiteurs 3 avec Harry Habitant qui est notre invité ce soir. Alors, ça sort le 6 avril. Juste une question. Oui, Thierry. Par rapport au Bronzé 3, c'est comment? Alors, ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit des bronzés, déjà, Ouais. d'une part, et là, il s'agit des visiteurs. Ah, Donc, ouais. c'est complètement autre chose, et je vous assure, Thierry, les gens sortent de ce film tellement heureux, et quoi qu'il arrive, Godefroy et Jacouille, ils sont avec nous, et on est heureux de les retrouver. On rit, on déconne, on est joyeux, vive la France et vive la République. Putain, c'est le roi! C'est le roi de la promo! Voilà, c'était la bière de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite.
Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Victoria Abril, de Cœur de Pirate et d'Harry Habitant. Harry. J'adore cette émission. Vu la qualité de votre dentition, on a envie de vous voir rire. Ah oui, quand vous riez, on voit vos 32 dents. Vous êtes le seul mec. Alors vous savez que j'en ai 63. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Et on va faire une interview et ça vous fait rire. Harry, quel film vous fait rire? Le film de ma circoncision. Ah ouais? Ouais. Exactement. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et c'est vrai que j'avais une toute... Enfin, quelle émission de télé vous fait rire? Téléfoot. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a très peu d'images de foot dans Téléfoot. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les droits, en fait. Et il n'y a que des images de foot. Donc c'est plus une émission, c'est un album Panini. Quel drame vous fait rire? Le drame de la jalousie, le film d'Ettore Scola avec Marcello Mastroianni, non sono di capelli gridenti, non santino, non sono vivale, gran tanto non sono virate. Quelle citation vous fait rire? J'aime bien une citation qui dit que l'amour est... l'amour, c'est ce que l'homme fait comme effort pour se contenter que d'une seule femme. C'est de qui cette citation? C'est mon oncle. Ah, quel gros mot vous fait rire? Eh ben, c'est toujours mon oncle quand il dit « La putain de ton cul !» Quelle mort vous fait rire? Il y a deux morts que j'aime beaucoup. C'est Michael Moore et Julianne Moore. Harry Habitant, plein de métiers. Et maintenant, mesdames, messieurs, après avoir triomphé au cinéma, elle cartonne à la télévision, elle est au top, Victoria Abril. Victoria Abril, rebonsoir. Rebonsoir. 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Si. Pour voir si depuis vous avez progressé en français, je vais vous poser une petite colle. Est-ce qu'on dit comment tout va ou comment tu vas? Comment tu Comment tu vas, moi? Comment tu vas? Tu sais, c'est comme Jane Birkin et Karl Lagerfeld, c'est des séjours linguistiques de plusieurs années sans vraiment de résultat, en fait. Je me moque de votre accent, mais bien sûr, c'est ce qui fait votre charme, Victoria, vous le savez. Quand j'entends votre accent, j'ai envie de mettre un costume moulant et de tuer un taureau avec une épée. Un ami de lumière, alors. J'adore. Et voilà, je suis content. Je suis content. Alors, Victoria, vous êtes née à Madrid le 4 juillet 1959, sous le nom de Victoria Mérida. Oui. Ensuite, vous prenez comme pseudo Abril, parce que vous commencez à travailler au mois d'avril. Voilà. Alors, votre mère était fille de salle dans un hôpital. Oui. Et votre père était mort. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on vous a raconté. Ouais. Un jour, sur son lit de mort, votre grand-mère lâche le morceau. Elle dit « Ton père n'est pas mort. Il vit toujours. Il est ingénieur à Madrid et il est remarié. » Voilà. Donc, Victoria, évidemment, cherche son père avec vos sœurs. Et le jour où vous le retrouvez, il est mort pour de vrai. Oui. C'est incroyable. Il vient de mourir. Ouais. Voilà. 2 fois. Il est mort 2 fois. Alors, vous obtenez une photo de lui et vous n'osez pas le regarder. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez la photo qui est là et vous avez un papier qui descend et vous regardez. Alors déjà, vous voyez, il a les cheveux comme moi. Après, il a le nez comme moi. Il a la bouche comme ma sœur. Enfin, c'est terrible ce moment où vous découvrez votre père sur une toute petite photo, en fait. Ouais.
ça m'a pris une demi-heure à découvrir petit à petit, parce que tu sais, quand tu vois ton père d'un coup, oui, quand tu vois pour la normalement, tu as la vie pour oui. t'habituer à sa gueule et à l'aimer. Mais là, quand tu les vois assis comme ça d'un coup, je dis, il faut que ça dure, il faut que j'aille petit à petit pour voir ses couleurs, sa peau, son front, ses sourcils, ses yeux, son nez. Il n'y a que le nez qui me ressemble. Alors, à ce moment-là, vous vous mariez avec un homme qui a 15 ans de plus que vous avez 17 ans, qui s'appelle Arturo, contre la volonté de votre famille, qui porte plainte pour détournement de mineurs. Quel crétin, cet Arturo, non? Oui. Et quel crétin aussi, ma mère, pour s'être confrontée à moi de cette façon. Parce que s'il m'avait laissé tranquille, je ne me serais pas mariée, tu vois. On aurait vécu, ça aurait duré ce que ça aurait duré, et puis... En fait, je me suis mariée pour retrouver ma liberté. Alors, Arturo, vous l'aviez croisé dans les couloirs de la télévision. À l'époque où vous présentiez une émission qui s'appelait Un, dos, tres. Espero que con estas gafas veas muy claros los números y des mucho dinero a los concursantes. Suerte. Vamos a ver, ¿estás lista? Maja, bonita, encantadora, preciosa, primaveral, brujita, estupenda. 7 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 175 pesetas. Ah, c'est mignonne. 15 años. C'est mignon. C'est très mignon. Évidemment, après, ça sera très dur de faire oublier cette émission aux gens de cinéma, évidemment, parce que la télévision a une mauvaise image par rapport au cinéma. Et alors, c'est vrai qu'après une époque un peu difficile, à un moment, vous êtes quand même l'assistante d'un magicien au cirque Americano. Oui. Alors, les colombes, les foulards, puis les bras comme ça. Et tout. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré 6 mois. Alors, le 3 janvier 1982, vous déménagez pour venir à Paris par amour pour Gérard, qui est un directeur photo. Et là, vous faites quelques films remarquables. En fait, vous avez commencé le cinéma très jeune, bien avant, parce que le mari de votre prof de danse était metteur en scène. Il s'appelait Paco Lara. Et c'est avec lui que vous avez fait Obsession, qui a été votre premier film. Absolument. Ensuite, Richard Lester, grand cinéaste anglais, vient en Espagne pour faire La Rose et la Flèche. Vous jouez avec lui. Vous faites aussi beaucoup de films avec Vincente Aranda, comme Changement de sexe. Donc déjà, vous avez fait beaucoup de films en Espagne. Quand vous arrivez en France, vous devenez ami avec Gérard Jugnot et Josiane Balasco. Vous faites des films incroyables, une époque formidable, Casque bleu, Gazon maudit. Et puis il y a tous les films de Pedro Almodovar, Attache-moi, Talon aiguille, Kika. Quelle carrière, non? Alors, aujourd'hui, Victoria, vous triomphez dans Clem sur TF1. Alors au départ, c'était un unitaire qui s'appelait Clem, maman trop tôt, sur une petite fille qui se retrouve enceinte. Ça fait 10 millions de téléspectateurs sur TF1, donc ils ont décidé de faire une série, évidemment. Aujourd'hui, ça fait en moyenne 7 millions, c'est quand même énorme. Hein. Et le prochain épisode, alors c'est des thèmes très, très actuels. Le prochain épisode, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire qu'Adrien, votre fils... qui vient d'apparaître, un enfant que j'ai eu sous X. Sous X, à l'âge de 16 ans. Que mes parents ont donné en adoption, apparaît. Et voilà. Il annonce qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il veut se faire euthanasier. Et donc, il demande de l'aide. Il demande de l'accompagner en Suisse pour mourir. Voilà. Et ce qui est bien dans cet épisode, c'est que ce thème, l'euthanasie, est traité pas d'un point de vue pour ou contre. C'est tous les points de vue. Tous les points de vue de toute la famille qui a, évidemment, un avis sur la question, mais c'est quand même lui qui décide. Bon, ne vous angoissez pas, ça va s'arranger. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que c'est réaliste de vous appeler Caroline Boissier, vous? Bah, c'est le nom de mon mari, de Jean-Paul. Mais maintenant que j'ai divorcé et qu'on va peut-être se marier dans les 5e épisode, n'est-ce pas? Je m'appellerai Muñoz Ferran. Por eso se oye este refrán y viva España y siempre lo recordarán. Y viva España, la gente canta. Cœur de pirate, bonsoir. Alors, votre vrai nom, c'est Béatrice Martin. Mais c'est vrai que Béatrice Martin, ça fait un peu fille de la compta, la Sogétep. Ça fait pas pop star mondiale. Écoute, non. Alors, quand on s'appelle Béatrice Martin et qu'on veut se lancer
dans la chanson, on commence par se chercher un nom de scène avant même d'apprendre à jouer du piano, non, j'imagine? Non, je jouais du piano avant. Alors la question que tout le monde se pose, en fait, c'est pourquoi Cœur de pirate et pas Cœur de caribou, par exemple? Alors, vous avez intégré le conservatoire à l'âge de 9 ans. Oui. Vous avez donné votre premier concert 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, au Francofolie de Montréal, en première partie de Benjamin Biolay. Un an plus tard, vous faites l'Olympia. C'est Julien Doré dont vous faites la première partie. Et là, vous en gardez un souvenir absolument horrible. 20 minutes dans l'indifférence générale. Au moment où vous annoncez que c'est la dernière chanson, il y a un mec qui applaudit. Ah, c'est la déprime. C'est la déprime. Et là, mesdames, messieurs, le destin. Le destin frappe. Le destin. Là, ce qui se passe, c'est que les Français adorent comme des enfants. Vous pensez en vendre 1000. Et puis un jour, en allant faire vos courses à Monoprix, vous entendez le truc et vous vous dites, ça y est, quoi. C'est arrivé. Ça y est, ouais. Et vous allez en vendre 550 000 exemplaires. Alors, oublie-moi, c'est le clip du dernier album que nous avons choisi de vous montrer. Et oublie-moi, parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes peurs se cacher près de notre passé, et laisse-moi seule, laisse-moi loin de tes côtés. Voilà, ça s'appelle Oublie-moi. C'est extrait du dernier album de Cœur de pirate qui s'appelle Rose. Vous êtes à Paris en ce moment. C'est la fin d'une tournée mondiale. Alors, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y a 6 chansons en anglais. Et globalement, comme il y a un son très radio-américaine, vos ambitions se confirment. Hein. En fait, ça commence. J'ai commencé à faire de la tournée aux États-Unis. Ça se passe bien. Très bien. Ouais. Et puis j'ai réussi à faire de la tournée aussi ailleurs en Europe, même à Londres et tout. Je n'étais jamais allée. Donc c'est plutôt cool pour moi d'avoir fait un album bilingue. Comment vous appelez en Amérique? Queer the Pirate. Ah oui, Queer c'est ça. of Pirate. Ouais, Queer the Pirate. C'est sûr que ça change de Béatrice Martin. Hein. Ah oui. J'accueille Current. Oh, Béatrice Martin. Mais heureusement qu'il y a des chansons en anglais parce que le célèbre blogueur de Los Angeles, Perez Hilton, a dit « Nous n'avons pas la moindre idée de ce dont elle parle, mais c'est adorable. » C'est ça. Là, maintenant, il va comprendre. En plus, vous avez signé avec la maison de disques de Lady Gaga, de Face, de Sting. Et ouais, ça marche pour elle, hein. Franchement. Vous retournez à Montréal, quand même? Oui, j'habite encore à Montréal, donc... Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer. Robert, si tu nous regardes, on t'attend. Tu viens quand tu veux. Tu fais bien l'accent canadien. J'essaye, ouais. J'essaye. Je fais mieux l'accent pied noir. Ah ouais, mais largement mieux. Largement. Parce que là, l'accent canadien, on dirait, je sais pas, c'est un mélange de Suisse et de Belge. Non, mais parce que, je sais pas, on peut pas faire comme si c'était rien passé. T'as Ouais. dit, bah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, C'est pas bon. Alors, Cœur de pirate. Vous êtes un peu la bad girl de la chanson québécoise. En même temps, une bad girl au Québec, c'est une fille qui écoute les disques de Céline Dion à l'envers. Non, ça s'arrête là. Non, mais sérieux, adolescente, vous traîniez quand même avec pas mal de bad boys. C'était pour énerver votre mère. Oui. Mais vous fréquentiez un peu le milieu hardcore quand même, non? Oui, Voilà. pas le hardcore, une scène un peu punk de Montréal, ce qui était un peu petit et Oui, c'est underground, soft, mais mais quand même. C'est soft, mais quand même. Les tatouages, ça vient de là? Ça vient un peu de là. Je voulais appartenir à quelque chose et ça faisait partie de. C'est magnifique. Voilà. T'en as un, toi? Moi, j'ai marqué maman aussi. Et toi, t'en as pas? Non. Parce que c'est trop long. Vive Espagne. Le plus dingue,
c'est que le mari de Cœur de Pirate est tatoueur. Donc t'imagines le mec, en fait vous êtes sa chapelle Sixtine d'une certaine façon. Le mec s'exprime sur vous, non? C'est surtout gratuit. Donc, Alors, vous rencontrez votre mari, donc qui est tatoueur, évidemment. Comme l'émission est très discrète, on ne dira pas son nom ni rien, parce qu'on est extrêmement discret ici. on le voit ici, son nom, donc je pense que ça va, c'est marqué. Donc, Mais ça, il lui a fait quand il dormait. En fait. Et alors, un mois après votre rencontre avec le tatoueur, vous tombez enceinte. Oui. Et on a la photo du bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manières, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, Cœur de Pirate, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview Girl Power. Se concentrer. Oui. Est-ce que vous avez déjà dit non à un mec super beau? Oui. Moi, j'ai rien fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Est-ce que vous avez déjà dit non à un mec célèbre? Oui. 5 minutes avant l'émission. Julien Doré. Je veux pas parler de ça. Non, faut pas. Mais faut ici, pas. on est très discret. On est très discret, ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez déjà dit à un mec que c'était un super mauvais coup? Ah oui. Ça, Mais c'est quand bien. même, mais moi j'ai de la misère un peu à mentir, donc tout se voit dans mon visage. Donc oui. T'es pas obligé de mentir, mais tu peux ne rien dire. Je peux ne rien dire et c'est pareil. Non, mais elle est comme ça, Elle est cash. Est-ce que vous avez déjà donné de l'argent à un mec avec lequel vous aviez couché? Non. Pas encore. Ça viendra. Pas encore. Ça, c'est horrible. Est-ce que vous avez déjà chauffé un mec à mort avant de partir? Oh oui. Aïe, aïe, Ah ben oui. C'est intéressant. Merci, Mais en fait, merci. pourquoi? Merci. Il le méritait. Il le méritait, oui. Ah, donc t'avais prémédité De le toute fait. façon, le consentement, c'est ça. Je veux dire, j'ai beau te chauffer autant que je veux, non, c'est non. Est-ce que vous avez déjà eu plusieurs mecs en même temps? Au Québec, on a un truc qui s'appelle le fréquenter, en fait. Donc, je sais pas comment ça fonctionne en France, mais si on fréquente quelqu'un, on peut voir quelqu'un d'autre aussi. Non, mais lui, dans la même journée. Ah, dans la même journée, non. Est-ce que vous avez déjà demandé à un mec de porter vos sous-vêtements? Mais je vais le faire. Ça, c'est très drôle. Ouais, je vais le faire. Est-ce que vous avez déjà frappé un mec? Non. Non. Ça viendra. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est l'éditorialiste de RMC et BFM TV, Daniel Riolo, que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, l'euro sera-t-il un fiasco? On nous cache tout, on nous dit rien. Du point de vue d'un djihadiste, faut reconnaître que l'Euro 2016, c'est la cible idéale. D'abord, la France est l'ennemi absolu de Daesh. Ensuite, les matchs vont se jouer dans 10 stades différents, ce qui laisse le choix des objectifs. Et puis, comme on attend 10 millions de supporters et de touristes, il y aura forcément plein de gens installés aux terrasses. Et surtout, les télés du monde entier seront présentes. Bref, pour le dire cyniquement, c'est l'occasion idéale pour tuer un maximum de gens en se faisant un maximum de pubs. D'où la question, faut-il annuler l'Euro 2016? Oh non, ça serait une défaite. Ça serait donner une victoire aux terroristes. Il faut ces manifestations sportives. Valls parle au français comme un coach à ses joueurs. Allez les gars, ce match contre Daesh, on va le gagner. 8 Français sur 10 sont d'accord avec leur entraîneur, pas question d'annuler l'Euro 2016. Mais une fois dissipé ce moment d'ivresse patriotique, il y a vraiment de quoi flipper très très fort. C'est mot à mot ce qu'a déclaré un membre des services antiterroristes à l'agence France Presse. Alors si même nos héros se mettent à flipper, doit-on s'inquiéter?
Prenons l'exemple des fan zones. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rassembler 100 000 personnes devant des écrans géants tous les soirs pendant un mois sous la Tour Eiffel? L'ancien directeur de la police nationale sous Sarkozy n'est pas vraiment pour. C'est offrir aux terroristes une possibilité de faire un attentat massacre. Il faut interdire les fan zones à Paris. Mais pour l'instant, tout va bien. Il y a 15 jours, Bernard Cazeneuve a supervisé une simulation d'attaque à l'arme chimique dans une fan zone à Nîmes. Tout s'est très bien passé. Les 180 victimes ont été évacuées dans des délais convenables. Nous voulons que la fête soit belle, et pour que la fête soit belle, il doit y avoir zéro risque. Sacré Bernard, il nous promet le risque zéro alors qu'il reconnaît lui-même que c'est impossible. Et même quand on veut prendre 100% de précaution, le risque zéro n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est que les normes de sécurité dans les stades seront les mêmes que dans les aéroports. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a bien vu à Bruxelles que même les aéroports n'étaient plus à l'abri d'un attentat. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo à tous les deux. Daniel Riolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste chez RMC et BFM TV. On vous retrouve tous les soirs dans l'Afterfoot sur RMC. Bienvenue parmi nous. Alors moi, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas les attentats qui me font peur, c'est Gignac attaquant des Bleus, non? Alors, faut-il annuler l'Euro 2016? Hollande a dit « Il n'a jamais été question de reporter ou supprimer l'euro ». Alors, Manuel Valls est sur la même ligne, Cazeneuve aussi, Caner aussi. Pareil pour les Français, 79% des Français ne veulent pas qu'on annule l'Euro 2016. Alors, Gilles Verdez, lui, propose des matchs à huis clos, c'est-à-dire sans public. Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup Gilles Verdez, mais il a un défaut, c'est qu'il est prêt à dire n'importe quoi pour se faire remarquer. C'est pas faux. Bah, c'est un baby-foot, alors, vous voulez faire. Non, mais elle peut faire un concert sans public. Ouais. Voilà, ça n'a aucun sens. Non, il y a un truc quand même, Daniel, c'est que Manuel Valls nous raconte toutes les semaines « On est en guerre, on est en guerre, on est en guerre ». Et de l'autre côté, les gens disent « On veut continuer à vivre comme avant ». Si on est en guerre, on ne peut plus vivre comme avant. Mais on ne va pas vivre exactement comme avant, puisque je pense qu'on va avoir une compétition ultra sécurisée, ultra surveillée. Ça, il faut s'y préparer. Ça va être une compétition très particulière de ce point de vue-là, ça c'est clair. À la vigilance de tout le monde aussi. Nous tous qui allons voir des matchs, il faut faire attention à tout ce qui se passe. Alors, faut-il au moins supprimer les fan zones? Ça, c'est un autre problème. C'est un petit peu... J'explique, pardon pour ma mère. Les fan zones, c'est des rassemblements de gens, pour la tienne aussi, c'est des rassemblements de gens devant des écrans géants. Pardon. Ça pose un problème pas seulement lié au terrorisme. On sait aujourd'hui que toute manifestation publique sur la voie publique à Paris, ça part tout le temps un petit peu en vrac. Il y a toujours des problèmes, que ce soit une manifestation syndicale ou même les étudiants qui réussissent le bac. Voilà, il y a toujours ce genre de problème-là. Ça va être très difficile d'éviter à nouveau ces problèmes. Mais ce que je veux bien entendre en revanche, c'est le discours contenu certains politiques, c'est que le coût sécuritaire va être exorbitant. Je peux concevoir que les riverains en aient marre, que ce soit cassé à côté de chez eux et que ça coûte extrêmement cher de les organiser. L'euro, 100% oui. Les fan zones, qu'on ouvre ça à la discussion, ça, je veux bien entendre. Non, mais c'est vrai qu'à la Tour Eiffel, par exemple, et c'est ce que dit Frédéric Pechnard, à la Tour Eiffel, il va quand même y avoir 100 000 personnes. Pour les terroristes, c'est une cible de choix. Tout est une cible. Une école devient une cible. Le métro sera une cible. Donc là, oui, effectivement, il y a énormément de gens. Tout devient une cible. Alors, on va parler ballon, là, maintenant. Benzema. Alors, est-ce que l'exemplarité pour un joueur de foot, c'est pas avant tout de marquer des buts? Il ne s'agit pas forcément d'exemplarité. Moi, je ne demande pas à un joueur de foot d'être exemplaire. Juste de ne pas être mêlé à une embrouille. À chaque fois qu'il y a une embrouille, il est dedans. Et j'ai quand même du mal à croire que ce soit le Pierre Richard du football. Ça ne lui tombe pas dessus par hasard. À chaque fois qu'il y a un truc, il est mêlé à ça. Donc là, en l'occurrence, ça semble en plus quand même un petit peu grave. L'équipe de France tourne bien sans lui. Je crois qu'on peut complètement s'en passer. Alors voilà, justement, est-ce qu'après France-Russie, finalement, on ne peut pas se passer de Valbuena et de Benzema? Benzema fréquente l'équipe de France depuis 2008. Ça commence à faire un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver trace d'une personne qui va se souvenir d'à quel moment Benzema a été le sauveur de la nation, où il a enflammé une soirée, où il a marqué un but capital. Il se trouve que c'est un joueur qui est extraordinaire dans son club, au Real Madrid, entouré d'autres stars. Il est totalement épanoui, mais
en équipe de France, depuis 2008, Ouais. je le répète, il n'a jamais été absolument décisif. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se passer de Karim Benzema. Moi, j'adore Karim Benzema. Je trouve que c'est vraiment un excellent joueur. Et je trouve que ce serait bien quand même qu'il soit en équipe de France. Ça réconcilierait beaucoup de choses. Parce que Je ne crois pas, moi, que ça va réconcilier, puisque la plupart des enquêtes qui sont quand même fiables montrent que les Français n'ont plus envie de le voir en équipe de France. En tout cas, voilà, moi, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, il n'a pas fait grand-chose en équipe de France, mais quand même, on aime voir Benzema en équipe de France. Qui va être le grand leader des Bleus? Parce qu'il y a toujours un leader. Il y a eu Copa, il y a eu Platini, il y a eu Zidane. Qui va être, dans l'Euro 2016, le grand leader des Bleus? Alors, c'est vrai qu'on a une tradition en France à mettre un joueur comme ça en avant. Vous avez cité Copa, Platini, Zidane. C'est un peu notre trio historique magique. Ouais. Mais si on regarde les dernières compétitions, l'Espagne qui a brillé, l'Allemagne, c'est le collectif qui a été mis en avant. Ouais. Donc je crois que les Français ont envie d'avoir une équipe fraîche, souriante. On a envie de soutenir les Bleus à nouveau. Et on n'a pas forcément à avoir envie de revoir les visages qui sont mêlés à certaines embrouilles. Benzema, hors équipe de France, je pense que les Français sont pour. Puis Valbuena, le pauvre, il a complètement souffert de cette affaire. C'est quand même la victime de cette affaire-là. Ouais. Ce qui lui arrive est absolument dégueulasse. Et sportivement, il ne pourra pas revenir parce qu'il est hors du coup maintenant. Voilà. Alors, cœur de pirate, le mot de la fin. C'est un sale coup que je vous fais. Il faut que tu résumes en 20 minutes le football français, l'Europe, le monde, et en même temps l'économie mondiale, Dominique Strauss-Kahn, tout ça en même temps. Voilà. Daniel, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, la femme la plus menacée de France et la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Victoria Abril, de Cœur de Pirate et d'Harry Habitant. Et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Zineb El Razoui, bonjour. Alors, journaliste à Charlie Hebdo, vous avez échappé au massacre du 7 janvier 2015. Depuis, les islamistes du monde entier ont fait de vous leur cible numéro 1. Et vous êtes aujourd'hui la femme la plus menacée, donc la plus protégée de France. On vous retrouve à 20h. Voilà. Alors, dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon, le best-of. On commence avec une bonne nouvelle. Alain Finkielkraut, reçu en séance solennelle à l'Académie française. Pour l'occasion, les immortels ont remis au philosophe son habit vert et son épée. Remettre une épée à Finkielkraut, c'est pas très prudent. Je tiens avant tout à remercier mes pairs, les 39 immortels de l'Académie française, pour la confiance et l'honneur qu'ils me font. Grâce à cette épée, cette rapière, je n'aurai de cesse de défendre la langue de Molière, de ferrailler, transpercer, porter les stockades, oxyre, rosser quiconque maltraitera l'orthographe, brutalisera le verbe et rudoiera la grammaire. Taisez-vous! Lors de sa visite en Polynésie, François Hollande a promis d'installer un distributeur de billets de banque sur l'archipel de Futuna. Un beau cadeau pour réparer, apaiser la douleur des familles empoisonnées par les 193 essais nucléaires français. Le bilan est catastrophique. 9000 personnes atteintes de leucémie ou de cancer de la thyroïde suite à nos essais. Même s'il n'est pas question de toutes les indemniser, j'ai voulu faire un geste fort. L'installation d'un distributeur automatique pour permettre aux Polynésiens malades de payer leur chimio. Mais la France ne doit pas pour autant demander pardon. Quand je vois à quel point vous savez tisser les couronnes de fleurs, je me dis que pour fleurir les victimes des essais français,
C'était la région idéale. Vous êtes encore meilleur qu'Interflora. Nana à tous, les amis. Lors de son voyage à New York, Alain Juppé a dormi au Sofitel dans la même suite que DSK, la 2806. À mon avis, l'hôtel a immédiatement appelé Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour, c'est le directeur du Sofitel de New York à l'appareil. Dites-moi, je vous appelle parce qu'on a de nouveau un de vos concurrents à la 2806. Oui. Oui. Monsieur Juppé, on fait comme la dernière fois, j'envoie une femme de chambre normale en lui faisant croire que c'est une pute. Ah, d'accord, ça sert à rien. Il a aucun vice. Alcool, drogue, bondage, rien. Bon, je lui montre le Figaro, une tasse de thé. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus, Monsieur Sarkozy. Bon courage, thank you. Thank you, goodbye, take care, take care. 6 personnes qui s'apprêtaient à partir en Syrie pour faire le djihad ont été arrêtées alors qu'elles projetaient d'attaquer des clubs libertins. DSK a souhaité réagir. Je me sens menacé, Thierry Ardisson. Pourquoi? Après les bars, les salles de spectacle, des clubs sont visés. La caverne de Vénus, les chandelles, le Cupidon, le Diablotin, des lieux de communion où chacun donne, reçoit, change de position, de point de vue. Il faut protéger ces recoins, Thierry Ardisson. Les alcôves, ces banquettes, ces coussins, ces poufs. Ces poufs où les membres sont vulnérables, dévêtus, ébranlés, menottés, entravés par des étriers, déchirés par des spéculums, des pinces à tétons. En cas de danger, coincé par devant, par derrière, la demoiselle ne peut pas crier. Sa bouche est prise. Et si elle crie, est-ce de la peur, du plaisir, on ne sait pas. Plongée dans l'obscurité, le noir. Comment distinguer la cagoule d'un djihadiste avec celle d'un catcheur sadomaso? Faut réagir, Thierry Ardisson. Eros est en danger. Aphrodite a peur. À la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon, qu'on retrouve ici la semaine prochaine sur Canal+, et au théâtre de Jazé. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Zineb El Razoui, rebonsoir. Vous êtes né le 19 janvier 1982 à Casablanca, au Maroc. Père mécanicien à la Royal Air Maroc, mère femme au foyer. Votre mère était métisse, la métisse aux yeux bleus. Exact. Magnifique. Famille de la classe moyenne marocaine. On a le culte de la lecture dans votre famille. Votre père est ce qu'on appelle un musulman de gauche, mais à l'époque, la religion n'est pas une question qui se pose, en fait. Ce n'est pas une question qui se pose, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont on a le choix, puisque c'est une théocratie et qu'on a des cours de religion obligatoires à l'école. Vous faites 15 ans d'éducation religieuse à l'école, quand même. Hein. Vous dites, je connais l'islam mieux que les frères Kouachi. Bah, ça, j'en suis à peu près certaine, oui. Ouais. J'ai étudié l'islam, disons, de la maternelle jusqu'au bac, et puis j'ai continué de façon facultative plus tard des études d'islamologie et de sociologie des religions. Après le bac, à la Sorbonne, vous étudiez, dites-vous, pleinement la non-existence de Dieu. J'étais déjà arrivée à cette conclusion avant, sauf que ce n'était pas légal de le penser au Maroc. J'ai pu le vivre pleinement une fois que j'étais en France. Alors là, vous commencez à militer au Maroc avec le pique-nique des déjeuneurs. Alors, c'est des gens qui refusent de jeûner pendant le ramadan. Et qui protestent surtout contre l'article 222 du Code pénal marocain qui vous juge jusqu'à 6 mois de prison si vous mangez en public. Putain, ah ouais. Ou vous buvez de l'eau. Hein. Ah ouais. De l'eau, oui. Ah, c'est chaud. Là, vous écopez de votre première fatwa. Ça ne sera pas la dernière. Alors, fin 2011, harcelé par la police marocaine, vous vous exilez en Slovénie, puis en France, où vous devenez porte-parole de Ni pute, ni soumise. Voilà. En 2013, vous êtes embauché comme journaliste à Charlie Hebdo,
Ce qu'il faut dire au sujet de Charlie Hebdo, c'est qu'en 2006, il y a eu la publication des caricatures de Mahomet, et en 2011, l'incendie du journal. Donc quand vous arrivez, en fait, il y a déjà une protection policière. Sur Charb et sur d'autres collaborateurs de Charlie, sur les locaux, et en tout cas, il y avait déjà pléthore de fatwas et toute la cabale de l'opinion publique contre Charlie Hebdo et ses dessinateurs. Alors, pour ne rien arranger, en février 2013, vous publiez une bande dessinée avec Charb qui s'appelle La vie de Mahomet. Et là, nouvelle fatwa. Le mercredi 7 janvier 2015, les frères Kouachi assassinent froidement 8 membres de la rédaction, 2 policiers, un employé de la Sodexo et un journaliste qui était invité. Vous êtes au Maroc, en vacances en fait. Bah, j'y étais depuis les fêtes de fin d'année. Je me tâtais cette semaine-là, je rentre ou pas. Finalement, je me suis réveillée tôt. J'ai envoyé un mail à Charb pour proposer mon papier à distance et je n'ai jamais eu sa réponse. Alors, le numéro des survivants va se vendre à 8 millions d'exemplaires et générer 12 millions d'euros de recettes. Là, vous passez de la protection à la haute protection. Sur les réseaux sociaux, des chers extrémistes envoient des textes genre « Si vous n'avez pas d'armes, isolez-la dans une pièce et fracassez-lui le crâne avec une pierre, tranchez-lui la gorge ou brûlez sa maison. » Exact. C'était 2 hashtags. Le premier disait « Obligation de tuer Zineb El Razoui pour venger le prophète » et le second disait « Localiser Zineb El Razoui pour la tuer ». Ça a été partagé, selon la presse, plus de 7500 fois sur Twitter. Alors évidemment, la haine est multipliée parce que vous êtes une femme d'origine musulmane qui critique l'islam en connaissance de cause en plus. Exact. Quand je parle avec des versets, des hadiths, des sourates. Et en plus, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en théocratie islamique, donc je sais ce que c'est que quand l'islam régit la cité, en fait. Ouais. Là, vous devenez la femme la plus menacée et donc la plus protégée de France. Et votre seul loisir, en fait, c'est d'aller au stand de tir avec vos gardes du corps. Disons que c'est pas vraiment un loisir. J'espère ne jamais avoir à toucher des armes. Je pense que les armes devraient être réservées aux professionnels. Mais c'était au cas où. Vu que maintenant j'en suis entourée, c'était juste pour en faire la découverte, quoi. Quelques mois après les attentats, l'ambiance devient irrespirable à Charlie Hebdo. D'un côté, il y a les 2 actionnaires survivants, Rhys et Éric Porto, le directeur financier. Et de l'autre côté, un collectif de salariés. Et vous déclarez tout cet argent, c'est-à-dire 12 millions d'euros, ce n'est pas un retour sur investissement, c'est le sang des morts. Nous considérons, avec un ensemble de collègues à Charlie Hebdo, que cet argent n'est pas quelque chose qui devrait enrichir les actionnaires, mais qui devrait surtout profiter à la pérennité du journal et aux victimes aussi. Bien sûr. Alors là, les Charlie veulent vous virer. Il y a une levée de bouclier incroyable et la procédure est annulée. Exactement, c'est-à-dire on a commencé une procédure, on m'a donné une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement pour une faute grave qu'on ne m'a pas expliquée. Et quand il y a eu cette levée de bouclier, en gros, on m'a dit non, on t'a fait une caméra cachée, en fait. Voilà. Ouais. Alors après les attentats du 13 novembre, vous appelez à un état d'urgence idéologique, vous dites les frappes aériennes en Syrie et en Irak ne régleront pas le problème, il faut s'attaquer à la chaîne de production idéologique. Il faut arrêter d'être pris en otage par le chantage au racisme et à l'islamophobie. Donc ça, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire ce que vous dites en gros, c'est que pour pas être raciste, pour pas être islamophobe, les Français ont accepté beaucoup de choses et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont eu tort. Ils ont été victimes d'une idéologie bisounours. Exactement. Et cette idéologie, d'ailleurs, selon moi, confine au racisme. C'est-à-dire que l'on refuse à la culture ou la civilisation islamique de faire son aggiornamento. On refuse à ces intellectuels de la critiquer. Toute personne qui critique cette idéologie est taxée d'islamophobe, sous-entendu raciste, alors qu'une personne qui critiquerait le christianisme ne serait pas taxée de christianophobe, donc prétendument raciste, anti-occidentaux. Et puis, je trouve aussi que c'est un discours qui nuit à la fois
à l'universalisme auquel tend une partie des musulmans et aussi à l'antiracisme qui devrait être ramené à ce qu'il est, c'est-à-dire discrimination à l'embauche, sur le faciès, discrimination au logement, etc. Et non pas acceptation de choses qui violent nos lois, acceptation de gens en burqa et avec des barbes jusqu'ici qui veulent faire des exceptions à la loi française au nom de l'acceptation de l'autre. Vous dites, je suis contre l'islam car l'islam est contre moi. Et c'est vrai qu'en tant que femme, dans l'islam, vous êtes inférieure. Hein. Je ne vaux rien, je vaux la moitié d'un homme. Mon témoignage, si j'assiste à un crime, il faut 2 témoignages de femmes pour valoir le témoignage d'un homme. J'hérite la moitié, alors que je paye tout au même prix. Hein. Par exemple, au Maroc, les femmes héritent de la moitié. Même en Tunisie, hein, partout. Ouais. Il n'y a pas un seul pays où l'islam est force de loi, où les femmes héritent à égalité avec les hommes. Alors, vous publiez 13 aux éditions Ring. C'est un livre témoignage sur les attentats, évidemment, du 13 novembre. Dans la préface, vous prenez des positions très claires contre la bien-pensance en France. Par exemple, en France, quand il y a un attentat comme ça, la première parole des pouvoirs publics, c'est de dire « attention, pas d'amalgame ». Une fois, quelqu'un m'a dit sur un plateau, avec énormément de condescendance, il y a 1 milliard de musulmans dans le monde. Vous pensez vraiment que ce sont tous des terroristes? D'abord, personne n'a prétendu ça. Il faut être extrêmement bête pour le dire. En revanche, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que, depuis un certain temps en France, tous les attentats qui ont été commis récemment ont été commis par des gens qui se proclamaient comme musulmans, qui l'ont fait au nom de l'islam et qui, surtout, ont des textes qui incitent au djihad. François Hollande, par exemple, quand il y a des attentats, il dit « oui, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des criminels ». Comme si on ne pouvait pas être les deux à la fois. Alors, quelle est votre vie aujourd'hui de femme la plus menacée, donc la plus protégée de France? Comment vous arrivez à vivre? Eh bien, tout d'abord, moi, même si je suis dans une prison ambulante, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus libre que ceux qui veulent ma peau, parce que la prison, ils l'ont à l'intérieur de leur crâne. Donc, je continue à vivre. Je voyage, je sors, je vois mes amis, évidemment avec énormément de logistique autour. Il le faut. Il y a aussi parfois une renonciation à certaines choses, mais rien n'égale la liberté de penser, en fait. Alors, vous êtes enceinte, ça veut dire que vous y croyez encore? Bien sûr, quel que soit le totalitarisme auquel on fait face, que ce soit les islamistes ou une dictature, il ne faut jamais faire le plaisir à ses adversaires de cesser de vivre, de cesser de profiter de la vie. Bravo pour votre courage, Zineb. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Victoria, Cœur de Harry, Daniel et Zineb El Razoui. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait. Je vous rappelle que le SIDAction, c'est ce week-end. Pour faire vos dons, un seul numéro, le 110, ou un seul site, sidaction.org. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.